Bonjour à tous. Vous avez dû lire le texte et répondre aux questions irrelatives du AL page 76 concernant un texte qui avait été écrit par Émile Zola en 1898 dans le journal L'Aurore. Et son texte, donc c'était une lettre au président de la République, hein, et il appelait ce texte J'accuse. Vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps, ces dernières semaines, d'un film qui porte le même nom, J'accuse, de Roman Polanski, hein, ce réalisateur assez contesté pour différents actes, notamment, mais rien n'est avéré apparemment, de harcèlement et de pédophilie, mais sur des faits qui dateraient d'il y a plus de 30 ans. Donc c'est un film qui est sorti récemment et qui a été nominé, hein, au César. Bref, on n'est pas là pour parler cinéma. On va voir ensemble les réponses des questions que vous avez dû chercher. Premièrement, relever les marques de la présence de l'auteur. Eh bien évidemment qu'il y a le je qu'on retrouve, hein, par exemple ici, hein, je me doute, et le me, hein, à la ligne 5. Question numéro 2. Quelle est l'opinion de Zola sur l'affaire et quels sont les moyens qu'il utilise pour convaincre le président? Alors on vous demandait de repérer un mot qui est répété 3 fois, on vous demandait quel type de phrase et quel était le verbe qui montre son insistance par rapport à ça. Alors on s'aperçoit qu'il utilise, vous l'aurez certainement vu, 3 fois le mot vérité. Il emploie des phrases la plupart du temps déclaratives, hein. Si je prends un exemple, telle est donc la simple vérité. Le temps dominant est le présent de l'indicatif, hein. Par exemple, tel est, elle est, je me doute, vous n'avez, vous êtes, vous n'en avez, etc. Et on voit qu'il utilise également un petit peu le futur, hein, quand on voit elle restera, vous songerez, vous remplirez. Donc voilà. Et tout ceci exprime des faits incontestables lorsqu'il s'adresse au président et il montre son insistance en utilisant le verbe répéter. Donc il dit je répète. Question numéro 3. Quels sont les termes employés par l'auteur pour qualifier l'affaire Dreyfus? Et on vous demandait si le vocabulaire était plutôt valorisant ou dévalorisant. Eh bien, pour qualifier cette affaire, on voit qu'il utilise les termes souillure, hein, à la ligne 5, ici, affaire à la ligne 6, d'accord. On voit qu'il y a aussi le mot désastre à la ligne 18. Donc en tout cas, c'est le premier terme et le dernier, donc souillure et désastre, vous l'aurez bien compris, sont des termes dévalorisants. Dans la phrase surlignée en violet, quelles sont l'image et le champ lexical utilisés par l'auteur? Alors je vais vous relire cette phrase, hein. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse et elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. Donc la question numéro 4, on demandait quel effet produit, hein, quel est l'effet produit? Eh bien, on voit que l'auteur utilise l'image de ensevelissement. Donc, on voit un enferme, sous terre, amasse. Hein, tous ces termes sont dans le champ lexical, on va dire, de l'enterrement et on va dire de l'inhumation. Et on voit aussi qu'il emploie le terme, hein, le champ lexical. Un autre champ lexical, c'est la catastrophe. On voit qu'il y a le mot force, explosion, éclate, sauter, hein. Donc l'image et le champ lexical insistent sur l'éclatement imminent et incontournable de cette vérité qui sera dévastatrice. 5. Zola est-il confiant quant au dénouement de l'affaire ou émet-il des doutes? Eh bien, on peut se rendre compte que Zola est confiant quant au dénouement de l'affaire parce qu'il écrit, hein, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Donc il en est certain,
Hein, c'est la ligne 12 et 13. Bien. Donc aujourd'hui, on va voir, en fait, vous l'avez vu dans la page 76, le titre de ces pages, c'est la modalisation, et on marque les marques du jugement et des sentiments dans le texte. Alors pour ce faire, on va voir ensemble la théorie. Je vais vous demander de prendre votre dossier à la page 33. Donc on va voir ensemble et il y aura des choses à souligner. Donc la modalisation, qu'est-ce que c'est? Quand il prononce un énoncé, l'émetteur peut en profiter pour exprimer ce qu'il pense. Alors je vais demander de souligner ça à la règle, comme moi. Par rapport à l'information qu'il donne. Est-elle certaine ou pas? Quel est son jugement sur cette information? Cette prise de position s'appelle la modalisation. Donc en fait, la modalisation, si on résume, c'est un petit peu retrouver l'avis et le jugement de l'auteur ou de l'émetteur d'une information. Quand l'émetteur n'utilise aucune modalisation, l'énoncé est totalement neutre. Ensuite, on voit qu'il peut avoir des certitudes ou des doutes. L'émetteur indique qu'il est sûr et certain de ce qu'il avance ou il a des doutes. Ben, vous avez bien compris. Donc, souligner sûr et certain ou bien des doutes. Et bien forcément que les mots utilisés vont nous montrer ceci. C'est peut-être une erreur. Il viendra sûrement. Il paraît qu'il est malade. Donc, il paraît, on a des doutes. Il viendra sûrement, bien évidemment, vous avez compris, ça veut dire qu'on en est sûr. Et peut-être, il y a des doutes. Il peut également aussi émettre un jugement. L'émetteur donne son appréciation, son jugement sur l'information qu'il transmet. Alors ça, je vais vous laisser souligner. D'accord. Eh bien, heureusement qu'il a gagné. À mon avis, il a tort. Il ferait mieux de se taire. On s'aperçoit ici qu'il y a un jugement. Dès que vous mettez certains mots, ben forcément, il y a une connotation jugeante. Voilà. Quelles sont les différentes techniques de modalisation? Eh bien, vous avez la construction, les constructions impersonnelles. Je vais vous demander de souligner ça. Donc, des constructions impersonnelles, ce sont des verbes avec des pronoms et on ne sait pas qui c'est. Il est certain que, il est probable. Si je dis bien sûr, si je dis il est certain de venir, bien sûr qu'ici c'est personnel. Mais il est certain que certaines personnes feront ceci une fois. Eh bien, le il ici est impersonnel. On ne sait pas de qui il s'agit. Il est probable que, on pourrait prendre un terme d'actualité, il est probable que l'école reprenne le 1er mai. Donc le il, voilà. Ensuite, il y a certains verbes qui expriment un jugement ou une impression. Je vous demanderai de souligner aussi ça. Donc, on va voir ces verbes. Eh bien, paraître, sembler, douter, prétendre. Je prétends que, je crois, je pense que, j'affirme, je juge, je déteste que. Ici, on donne, quand on dit je déteste, on donne un jugement, une impression. On emploie le conditionnel aussi. Le conditionnel est aussi une marque de modalisation. D'après les juges, il serait coupable. Donc là, on marque quand même un doute. Il faudrait éviter cela. Bien évidemment que c'est du conditionnel et on émet quand même un jugement. Vous avez ensuite les phrases exclamatives, interrogatives, exclamatives. Eh bien, forcément qu'elles ont une connotation particulière, au contraire d'une phrase déclarative. Donc, quel livre? On donne une admiration. Vraiment, là on pose on a des doutes. Vraiment, as-tu fait cela? Défendez-le. Ne faites pas ça. Donc ici, quand on dit ne faites pas ça, on donne quand même un avis.
Il peut avoir aussi différentes topographies, ça veut dire le style de ponctuation, on emploie des guillemets italiques, on aurait pu mettre des parenthèses. Hein. La situation serait catastrophique, c'est-à-dire qu'on n'en est pas sûr. Déjà, il y a le serait qui marque le doute, puis on met aussi entre parenthèses, entre guillemets, excusez-moi. Les guillemets montrent qu'on garde de la distance avec le mot parce que on n'est pas sûr. Hein. Ensuite, il peut y avoir des expressions détachées en début de phrase. Alors, d'après moi, selon moi, à mon avis, de mon point de vue, par bonheur, par chance. Hein, et là, quand on emploie ça par bonheur, par chance, on donne on va dire, on émet une appréciation, un jugement. On peut utiliser différents adverbes, sans doute, sûrement, peut-être, heureusement, malheureusement, bêtement. Hein. Il a dit ça bêtement, il a agi bêtement. Et puis le choix d'un vocabulaire non neutre, eh bien, injustice, espoir, crainte, triomphal. Ici, c'est des mots qui ont une connotation quand même qui n'est pas neutre. Hein. Zut, hélas, mince. Hein. Bon, ok. Quelques exemples. Bien, vous avez une phrase neutre. La Suisse a gagné contre le Brésil. Ok. Une phrase montrant la certitude de l'émetteur. J'affirme que la Suisse a gagné contre le Brésil. Une phrase montrant le doute de l'émetteur. Il paraît que la Suisse a gagné contre le Brésil. Et puis une phrase montrant le jugement de l'émetteur. Heureusement, la Suisse a gagné contre le Brésil. Et puis, on va voir maintenant, on va faire ensemble. Phrase neutre, l'école sera fermée demain. C'est on va dire, c'est une phrase de circonstance. Phrase montrant la certitude de l'émetteur. Je suis sûr, par exemple, je suis sûr que l'école sera fermée demain. Voilà, sans faute d'orthographe et en mettant un point. Phrase montrant le doute de l'émetteur, eh bien, on pourrait, il semblerait que l'école sera fermée demain. Point. Et puis, phrase montrant le jugement, eh bien, malheureusement ou heureusement, je vous laisse noter ce qui vous semble le plus adéquat pour vous. Je pense que tout le monde dira malheureusement. Malheureusement, l'école sera fermée demain. Voilà, pardon, j'ai vu qu'on n'avait pas tout vu. Donc, voilà. Donc, je vous laisse copier ceci. Je vous laisse quelques instants. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez vraiment des points partout. Bien. Je continue. On va faire on va dire un petit exercice ensemble. Donc, vous pouvez garder votre théorie et puis vous allez prendre, s'il vous plaît, à nouveau votre livre, page, cette fois-ci, donc le AL, page 77. Et on va voir l'exercice 1 ensemble sur 2-3 phrases. Alors, je vais essayer un petit peu de zoomer sur le livre. Voilà, la somme 5, c'est un petit peu trop. 2 secondes. Ça prend un peu de temps. Voilà, voilà. Encore un peu moins. Ça devrait arriver. Voilà. Ok. Donc, regardez ce qu'on vous met dans l'exercice 1. Vérifiez que vous savez repérer les différents procédés de modalisation.
Donc je vous rappelle, hein, c'est quand l'émetteur émet un jugement, un doute, une impression. Euh, donc vérifiez que vous savez repérer les différents procédés de modalisation, la construction des phrases, marque de la présence de l'émetteur, type de verbe, construction impersonnelle, type de phrase, typographie, et puis le vocabulaire, hein, adjectif, adverbe, groupe nominal, avec préposition et interjection. Voyons la première phrase. Je pense que lorsqu'on est adolescent, on se laisse souvent influencer. Eh bien, on remarque que dans cette phrase, eh bien, il y a déjà la présence de l'émetteur qui est le je. Donc, vous pouvez marquer je, présence de l'émetteur. Ensuite, il y a un verbe d'opinion, d'accord, qui est le je pense. Par exemple, ok, il y a aussi une construction impersonnelle avec le on qui est deux fois. On est d'adolescent, on se laisse souvent influencer. Ok. Donc voilà un petit peu les différentes choses à voir. On pourrait éventuellement mettre aussi un terme finalement influencé. Il a quand même une connotation quelque peu négative, bien sûr. La phrase B, je vais la faire donc avec vous. Eh bien, il semble difficile quelquefois de résister au phénomène de groupe. Alors, on se rend compte ici qu'il y a une construction impersonnelle avec il semble, bien évidemment. On a une phrase déclarative, là il n'y a rien de spécial. Nous n'avons pas de marque de la présence de l'émetteur. Et puis, il n'y a pas éventuellement d'adjectifs ou d'adverbes qui sont particuliers. Je fais encore le C et je m'arrêterai là. D'après mes parents, on se laisse entraîner, cela me paraît un peu excessif, par les copains. Alors ici, on remarque qu'il y a l'expression d'après mes parents. Donc ça veut dire d'après leur avis. Il y a cela me paraît, donc il donne son avis, cela me paraît, il donne son avis, mais en même temps il n'est pas très très sûr. Il y a quand même ici une typographie spéciale avec les différents guillemets que l'on voit ici. Par contre, on voit, il y a le on qui a aussi une connotation ou bien une formation impersonnelle. Donc voilà. Je m'arrête maintenant à cette phrase C. À vous de voir la suite. Ok. Et puis, je vous enverrai le corrigé le plus rapidement possible une fois que vous aurez fait ceci. Je vous demanderai bien évidemment de marquer par exemple, voilà, d'après mes parents, si je prends la phrase C, d'après mes parents, 2 points, eh bien on pourrait marquer, il y a le mais, présence de l'auteur, donc ça veut dire que présence de l'auteur, il y a le marqué on, construction impersonnelle, il y a les guillemets, typographie, etc. Voilà.